La plupart des gens ignorent qu'il est possible d'automatiser beaucoup de choses sans utiliser la moindre macro. Dans cette vidéo, je vais vous en faire la démonstration par un exemple concret. Imaginez, tous les jours, vous partez au travail avec la boule au ventre. Il est seulement 6 heures, mais déjà, vous ne pensez qu'à une chose. L'analyse quotidienne que vous devez rendre à votre chef pour une heure précise. Vous partez donc tôt pour limiter le risque d'être en retard. Le problème, c'est que, même comme ça, tous les jours, c'est la course. Le travail à effectuer est toujours le même, alors vous aimeriez bien qu'il soit davantage automatisé. Malheureusement, vous ne connaissez rien au langage VBA qui permet d'écrire des macros dans Excel. Pourtant, nous allons voir qu'il est parfaitement possible d'automatiser sans macros, et je vais vous en faire la démonstration. Tout ce que ça demande, c'est une structure bien pensée. Poursuivons avec notre exemple, et laissez-moi poser quelques éléments de contexte. Vous travaillez dans une usine de café. Elle produit des sacs de café torréfiés qu'elle livre à des hôtels, des restaurants, etc. Votre travail consiste à vérifier que tout ce qui doit être expédié dans les 3 prochains jours est bien disponible en stock. De cette manière, il est tout simplement possible de détecter avec un peu d'avance les risques de retard. Par contre, pour faire ça, vous devez croiser 2 extractions différentes. D'abord, il y a la liste des commandes à honorer pour les 3 prochains jours, et ensuite il y a l'extraction du stock avec les quantités disponibles. Alors, comme ça a l'air simple, mais malheureusement, tous les jours, vous rencontrez le même problème. Les commandes portent sur des sacs de 2,5 kg ou sur des sacs de 5 kg. Le prix au kilo des petits sacs est légèrement supérieur à celui des gros sacs. Pourtant, en cas de problème, vous avez quand même la possibilité de livrer 2 petits sacs à la place d'un gros pour ne pas être en retard. Et ça, pour vous, c'est un problème, car sachant qu'il est possible d'effectuer ce type de substitution, il vous est impossible d'écrire facilement une formule qui puisse analyser la disponibilité du stock en un coup d'œil. Du fait de cette complexité, vous avez laissé tomber les formules et tous les jours vous faites le travail en ligne à ligne. Alors, mettons notre exemple en pause un instant. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent « Les formules, c'est très bien, on peut faire plein de choses, mais ça demande trop de temps. » Et quelque part, ils ont raison. Si vous devez tous les jours saisir une ou plusieurs formules complexes, c'est trop compliqué. Certes, avec l'habitude, vous allez devenir plus rapide, mais même comme ça, une erreur de saisie est vite arrivée. Une formule complexe demande d'être vérifiée et testée un minimum. Du coup, ça n'a pas vraiment de sens d'en écrire une pour un usage unique. La conclusion évidente à ça, c'est celle que l'on a vue dans notre exemple. Il est préférable de se passer de formules compliquées. Le problème, c'est que cette conclusion repose sur un raisonnement erroné. J'ai dit qu'il est absurde d'écrire de longues formules pour un usage unique. Très bien, mais la seule conclusion possible n'est pas d'éviter les longues formules. On peut aussi chercher un moyen pour que ces formules soient réutilisables. Ça va être la base de cette vidéo. Ceci étant dit, retournons à notre café. D'abord, on va dire qu'il vous est possible d'obtenir facilement des extractions qui soient toujours disposées de la même manière. Ça veut dire que les colonnes sont toujours dans le même ordre et sont toujours les mêmes. Dans un nouveau document, je vais créer 2 feuilles. Une pour la liste des commandes à honorer dans les 3 prochains jours, et une autre pour l'extraction du stock. Je vais tout de suite y coller les informations correspondantes, voilà. Je vais également créer une feuille de travail, car par principe, je vous encourage à toujours bien séparer d'un côté vos données de base, et de l'autre ce sur quoi vous travaillez. Bon, dans cet onglet, on va déjà vouloir récupérer les informations utiles à votre travail. Donc là, je prends toutes les en-têtes de la feuille commande et je vais supprimer celles qui ne sont pas utiles à conserver. Le but, c'est d'y voir clair. À présent, je vais simplement récupérer les informations de l'onglet commande avec un simple signe égal. Voilà, donc pour chaque colonne, je récupère la donnée correspondante et je tire ensuite le tout vers le bas. Je vais prendre une bonne marge pour être sûr de toujours récupérer la totalité des informations. Maintenant, avec une somme science, je vais récupérer le stock correspondant à l'article de chaque ligne de commande. Je vais récupérer à la fois le stock pour les petits sacs, type S, et pour les grands sacs, type L. Là, je rencontre déjà un problème. Vous voyez qu'à chaque fois, je ne récupère que le stock du type S ou du type L. Et oui, c'est dû au fait que l'information de la taille est de toute façon intégrée à la désignation article, ici. Donc en fait, ça ne sert à rien du tout que j'ajoute une condition sur le type de sac. On va donc devoir commencer à ruser et à compliquer un peu les choses. Je vais utiliser une fonction SOMME_SI simple et je vais uniquement me baser sur la désignation de l'article. Par contre, au niveau du critère, je vais modifier un peu la désignation. Je vais prendre avec une fonction gauche tous les caractères sauf un, puisque le dernier c'est le type de sac, et je vais ajouter moi-même soit S dans la colonne du stock en taille S, soit L dans la colonne du stock en taille L. Hop, vous voyez que ça fonctionne plutôt pas mal.
Bon, évidemment, c'est encore loin d'être terminé. Je vais maintenant ajouter 2 colonnes pour comptabiliser le besoin cumulé pour chaque article. Pareil, je différencie S et L. Dans cette fonction, je ne dois pas comptabiliser toute la colonne, mais seulement la ligne sur laquelle je me trouve et les lignes situées au-dessus. Donc je verrouille avec des dollars le premier terme de la plage E1 et je laisse libre le deuxième terme. Comme ça, en étirant, la plage s'agrandira au fur et à mesure et j'aurai bien la somme des besoins en cumulé. J'utilise ensuite la même astuce que tout à l'heure pour récupérer soit le cumul en taille S, soit le cumul en taille L. Pour la plage somme, je fais pareil que pour la plage critère. Un petit copier-coller, je modifie S en L et c'est bon. Allez, on va utiliser un filtre pour s'intéresser à un article en particulier et voir ce que ça donne. Le Dolce Vita sera un bon exemple. J'ai d'abord un besoin en taille S et effectivement ça correspond à ma première ligne. Ensuite j'ai besoin de 2 sacs en taille L, je retrouve bien le besoin de 1 sac en taille S, vu juste avant, et le besoin de 2 grands sacs. Sur la ligne suivante, le besoin passe à 3 en L puisqu'il y a une commande d'un grand sac, puis c'est le besoin cumulé en S qui augmente d'un sac, etc. Donc ça c'est bon, je peux retirer mon filtre et on continue. Comme il est possible que des sacs S remplacent des sacs L, je vais encore ajouter une colonne avec le besoin supplémentaire en petits sacs. Alors, que va-t-on y mettre? Eh bien, si déjà nous sommes sur une ligne de type L, dans ce cas, si à la fois le besoin en L est supérieur au stock en L, et si en plus le besoin de S est suffisant pour subvenir aux besoins manquants, rappelez-vous, un L peut être remplacé par 2 S, alors je vais effectivement substituer chaque sac L demandé par 2 petits sacs. Si les critères ne sont pas remplis, c'est-à-dire si le stock n'est pas suffisant ou que j'ai suffisamment de L, alors je mets 0. Je valide ça et j'étire la formule. Réutilisons notre filtre pour voir ce que ça donne. Alors ici on voit que dans un premier temps, il n'y a pas besoin de substituer quoi que ce soit, donc c'est 0. Ensuite le stock devient inférieur aux besoins et donc on substitue. Notez qu'il faudrait encore adapter un peu la formule car ce n'est pas tout à fait juste. Le stock est de 9, et on a déjà consommé 8, donc il reste un sac disponible. Comme le besoin de la ligne est de 2 sacs, on pourrait théoriquement utiliser seulement 2 petits sacs pour remplacer le sac L manquant. Bon, je vais ignorer ce problème car le but est davantage de vous montrer une méthode que de rentrer dans des choses très compliquées sur les formules. Admettons donc que ça va bien comme ça et poursuivons. Pour voir un peu mieux ce qui se passe, je vais ajouter une mise en forme conditionnelle qui va nous mettre en lumière les lignes pour lesquelles le besoin cumulé dépasse le stock. Voilà. Reprenons maintenant notre filtre. On voit donc que quand le stock devient inférieur, on substitue et c'est bon. Par contre, j'ai un nouveau problème. Je consomme en colonne M des petits sacs, mais ça ne se voit pas du tout en colonne S. Vous voyez qu'à la fin, on a un besoin cumulé de 9 sur un stock de 14, et il reste donc 5 sacs disponibles. Mais on en a utilisé 6 pour se dépanner sur du grand sac. Permettez-moi d'ouvrir une courte parenthèse. Vous voyez que dans cet exercice, je fonctionne petit à petit en mode essai-erreur. Je n'essaie pas de faire tout parfaitement du premier coup car c'est impossible. Dites-vous bien qu'en plus, j'ai déjà fait pas mal de tests avant de tourner la vidéo pour ne pas que ce soit trop chaotique à regarder. Donc il y a déjà un paquet d'erreurs que j'ai commis et que vous ne voyez pas ici. Donc, j'insiste, ça ne va pas fonctionner du premier coup, et c'est parfaitement normal. Vous allez probablement prendre pas mal de temps pour concevoir ce fichier. Ce qui compte, c'est qu'une fois qu'il fonctionne, c'est gagné, vous allez pouvoir le réutiliser tous les jours. Allez, fin de la parenthèse. On va donc ajuster un peu la formule de la colonne K pour qu'elle tienne compte de la consommation supplémentaire de sac S. Je vais utiliser la même somme-ci, mais cette fois sur la colonne M. Je l'ajuste un peu, d'abord pour faire la somme sur la bonne colonne, mais aussi pour ne prendre que les lignes qui se trouvent au-dessus. De plus, les besoins supplémentaires seront en face de la même référence en taille L, puisque ce sont les grands sacs que l'on remplace par des petits. Voilà. J'étire de nouveau et je vais retourner voir mon Dolce Vita. C'est beaucoup mieux comme ça, vous ne trouvez pas? Vous voyez qu'on tient bien compte des besoins utilisés pour remplacer des sacs L, si bien qu'à la fin, il manque un sac pour la dernière commande. Ok, maintenant on va faire un peu d'analyse. Encore une fois, on va bien dissocier S et L. Bon, pour le S, c'est facile. Si le besoin est supérieur au stock, ça veut dire que nous sommes en rupture. Hop. Ensuite, pour le L, c'est légèrement plus compliqué. Je veux faire la différence entre substitution et rupture. Donc, je vais bricoler une formule avec des si imbriqués,
Je passe un peu sur les détails, mais en gros, si m est supérieur à 0, c'est qu'on a effectué une substitution, et si m est égal à 0 et que le besoin est supérieur au stock, c'est que nous sommes en rupture. Alors, petite coquille, voilà. Encore une fois, je vais vérifier avec un filtre. On retrouve bien nos deux substitutions, et notre rupture finale sur la dernière ligne. Si j'enlève le filtre et que je descends un peu, vous voyez qu'au fil des commandes, on trouve de plus en plus de ruptures. C'est normal, et je ne l'ai pas précisé, mais les commandes étaient à la base triées dans l'ordre des dates d'expédition. Si je prends un autre exemple, l'Arabica, je filtre sur les deux références et vous voyez qu'on commence par être en rupture sur les grands sacs. On ne substitue pas car le stock de petits sacs a lui aussi été écoulé sur la ligne de commande précédente. Ensuite, bien évidemment, on a une rupture sur tout le reste. Très bien, on a donc traité les données, mais à présent, il reste encore à créer une synthèse qui puisse récapituler tout ça. Donc, je vais me bricoler un petit tableau récapitulatif avec les articles, leur type, le nombre de ruptures et le nombre de substitutions. Je vais séparer le tout en deux tableaux, un pour le L et un pour le S. Pour remplir, je vais utiliser d'abord des sommes si-ans assez basiques qui vont s'appuyer sur le commentaire en colonne N et O selon le type. Voilà, donc je fais la même chose pour les petits sacs, d'abord pour les ruptures, puis pour les substitutions. Donc là, ça change un peu, je fais la somme sur la colonne M et pas sur la colonne G. Et comme critère article, je dois me référer à l'article en taille L, donc toujours la petite astuce avec une fonction gauche, etc. Le dernier argument, j'aurais pu m'en passer, mais peu importe. Alors, petite boulette dans la saisie, je rectifie ça. Voilà, c'est bon. Alors j'ajoute une colonne pour les petits sacs, elle va me servir à identifier les ruptures qui ont été causées par une ou plusieurs substitutions au préalable. Je vous passe le détail des conditions, ce n'est pas très important et un petit peu tordu. Voilà, j'ai bien une rupture qui a été causée par des substitutions, elle n'aurait pas eu lieu si nous n'avions pas été en rupture d'abord sur le L. Allez, dernière ligne droite, j'ajoute quelques indicateurs généraux, donc le nombre de ruptures et les substitutions, pour les grands sacs et pour les petits sacs. Pour les grands, le nombre de ruptures, ça va être la somme des ruptures et des substitutions, et je vais indiquer là-dedans combien de manquements ont pu être remplacés. Pour les petits sacs, d'une certaine manière, c'est l'inverse, combien y a-t-il eu de ruptures, et combien sont dus à des substitutions. Hop. Alors maintenant, notre objectif est-il atteint? Eh bien, rentrons chez nous et revenons le lendemain. D'abord, je vais effacer les valeurs des feuilles commande et stock, et puis je vais aller chercher les nouvelles extractions du jour. Je vais les coller dans leurs emplacements respectifs, et hop, le résultat est là, à notre disposition. Alors, je ne l'ai pas montré, mais notez bien qu'après avoir effacé les données, dans l'onglet Travail, tout est vide. Les formules sont bien là, mais elles ne travaillent pas. En revanche, dès que des extractions sont présentes, le travail s'effectue. Alors, par contre, faites très attention avec ce genre de méthode. Je parle bien d'effacer les données et pas de les supprimer. Soit vous utilisez un clic droit en choisissant effacer le contenu, soit avec la touche Supr de votre clavier. Là, je fais effacer et vous voyez que dans ma feuille de travail, c'est vide, mais tout va bien. En revanche, si je fais supprimer, dans ce cas, tout part en vrille. Et oui, on a supprimé les références et les formules ne savent plus quoi faire. Donc, je reviens en arrière, voilà, et j'insiste. Vous devez effacer le contenu, les données, mais pas supprimer les cellules, les lignes ou les colonnes. Si vous suivez cette règle de travail, vous obtenez votre résultat en quelques secondes. Alors, certes, il vous faut du temps pour créer cet outil, mais très vite, ce temps investi va être rentabilisé. Par ailleurs, ici, nous ne sommes pas encore allés très loin, on n'a pas couvert les cas où les colonnes des extractions initiales pouvaient bouger et changer de place. On n'a pas non plus vu comment créer un historique, et pourquoi pas mettre à jour des graphiques qu'il ne vous resterait alors plus qu'à imprimer pour les donner à votre chef ou pour les exposer dans la salle de réunion où se déroule le brief quotidien. Sachez qu'il est parfaitement possible d'adapter cette méthode de manière à ce qu'elle réponde à ce genre de besoin. Mais ça sera l'objet de futures vidéos car sinon, ça serait beaucoup trop dense. Du coup, vous devriez vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas les rater. Vous pouvez aussi liker cette vidéo si elle vous a été utile pour soutenir mon travail, et puis vous pouvez aussi activer la cloche de manière à être prévenu à chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. De mon côté, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à progresser ensemble dans Excel.